En France, durant mes études universitaires, j'avais des réflexions, un ensemble de questionnements sur ce que je peux apporter donc, à mon pays. C'était en 92. Le pays commençait à s'ouvrir un petit peu. Le roi Sihanouk était passé en France pour faire le traité de Paris en 92. Et du coup, la communauté cambodgienne en France à l'époque s'était mobilisée et s'était beaucoup rassemblée par des associations et essayait comme ça chacun de se donner des différentes alternatives pour un petit peu soutenir des projets de reconstruction du pays. Donc j'étais encore jeune, mais déjà par rapport aux acquis que j'avais au niveau artistique, j'avais souhaité revenir au pays et voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut apporter. Par rapport à mes études artistiques à l'école des Beaux-Arts en 1994, je me sentais mal à l'aise de pratiquer mon métier, mon art, dans un studio, dans un atelier à Paris. Je me sentais, en tant que réfugié politique, égoïste. Et du coup, je me suis dit, on ne peut pas être artiste cambodgien en France. C'est pas cohérent par rapport au passé dont on a hérité. Donc, par coup de gueule, on va dire, un mois avant de passer mon diplôme des Beaux-Arts, j'ai tout cassé. J'ai pris mon billet d'avion et pour la première fois, du coup, je suis retourné au Cambodge, donc dès juillet 1994. Et je me suis dit, un diplôme des Beaux-Arts ne me servirait pas et il serait mieux que moi je revienne et prendre connaissance un petit peu de ce pays que j'ai quitté. Donc cette idée-là était un peu de partager, de donner mes connaissances, était née déjà donc, durant ces périodes. Et du coup, lorsque je suis rentré au Cambodge, j'avais quand même cette visée de voir un petit peu sur quelle partie je pouvais donner ma contribution. Moi ayant de la chance de m'en échapper par rapport aux autres Cambodgiens qui, eux, par contre, sont soit décédés, soit restés au pays. Donc à part de là, j'avais commencé pour la première fois à redécouvrir le Cambodge, ses paysages, ses contrées. Je suis évidemment venu visiter Siem Reap et Angkor Wat et c'est là où le coup de foudre, on va dire, s'était opéré. Dès les premiers pas posés sur le perron d'entrée du temple d'Angkor, je me sentais si ému que je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé ma terre d'accueil, la vraie. Et là, voilà, pendant les 5 ans qui avaient suivi, j'ai passé tout mon temps à faire des recherches au niveau artistique. J'essaie de comprendre les compositions des bas-reliefs d'Angkor, de Bayonne, de redessiner, de comprendre les proportions, les différents plans que les Angkoriens avaient imaginés, puisque les dessins du monde de bas-relief étaient pour moi extrêmement intéressants au niveau plastique. Donc c'est avec ça, durant toutes ces années-là, que je me suis imprégné des Cambodgiens vivants et de l'art de leur passé, et qui m'ont donné cette richesse que je n'aurais pas pu avoir si, évidemment, j'étais resté donc, en France au niveau académique. Donc c'est de cette vocation que Team House était né, ce désir très profond de créer un espace, un atelier où je pourrais travailler et aussi partager donc, mes émotions aux autres visiteurs, etc. Mais bon, entre-temps, le pays était quand même assez vide, de 1994 jusqu'en 1998-2000, après le coup d'État. De 1997, le pays vivait encore sous la peur quand même, puisque l'instabilité n'était pas encore tout à fait répandue. Donc, entre-temps, j'avais accepté de travailler pour un programme européen qui s'appelait les chantiers écoles, financé par l'Union européenne et la Ligue française, et qui consistait donc à former des jeunes à différents métiers, soit du bâtiment, soit de l'artisanat.
Donc là, j'avais répondu à cette demande et durant les 3 premières années, j'ai été initié à la pédagogie de la formation pour des jeunes adultes, chose qui ne m'était pas forcément familière sur ce domaine. Et c'est de là aussi, c'est mûri mon projet, ce désir de partager mes connaissances et aussi appuyé par après une technique de formation extrêmement innovante à l'époque, qui consiste donc à former par geste. C'est-à-dire comme les Cambodgiens défavorisés sont illettrés pour la plupart, extrêmement pauvres, donc cette technique de la formation par geste était extrêmement adaptée à leur situation, mais aussi traditionnellement à la manière dont les anciens perpétuaient leur savoir-faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de manuel, il n'y a pas d'école. C'est plutôt une transmission visuelle, gestuelle, et qui, avec l'exercice, avec au début la reproduction et la production intensive, suivie, régulière, font qu'arrivé à un certain niveau, ces jeunes Cambodgiens deviennent des artisans qui maîtrisent bien leur savoir-faire. Et donc c'est avec ça que j'ai pu construire Team House aujourd'hui, c'est-à-dire où je travaille pour mon propre activité personnelle, artistique, de peinture, et aussi une capacité à accompagner, à former des jeunes du village qui, pour beaucoup, n'ont pas la possibilité, malheureusement, d'avoir accès à une formation adaptée. Du coup, je les initie à différents gestes de métier et au bout de 3 ans, en général, ces jeunes artisans deviennent des artisans très formés. Ce que tu vois là autour de moi, c'est un pavillon que j'ai construit il n'y a pas longtemps. Et l'idée était, par rapport à toutes ces années où j'ai parcouru les campagnes, les villages, où j'ai visité chez des familles, eh bien, j'avais recueilli des éléments que je trouvais intéressants et restés dans les placards. Donc là, j'ai voulu créer ça pour les mettre en valeur et montrer aux visiteurs d'encore d'aujourd'hui des formes, des couleurs, des objets usuels qui correspondaient à un certain art de vivre cambodgien à une certaine époque, qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne trouve plus, parce que les Cambodgiens sont rattrapés par la modernité, simplement. Et du coup, on oublie un petit peu ce petit patrimoine folklorique, entre guillemets, qui concerne autant tout le domaine de la vaissellerie, de la poterie, de la céramique, mais aussi la chose que j'aime beaucoup, des instruments de musique. Je ne suis pas moi-même musicien, j'aime les formes. J'aime les formes et les matières et la diversité d'un groupe de musiciens cambodgiens. Différemment à la poterie et la céramique, je trouve très fascinant que seulement la partie musicale où aujourd'hui les Cambodgiens pratiquent. Dans des mariages, dans des cérémonies religieuses, dans des fêtes. Aujourd'hui, malgré les IFI technologiques modernes, il y a toujours quand même une préférence pour des instruments à main. Et je trouve ça très touchant. Ce pavillon me sert pas seulement à exposer des éléments que j'avais trouvés intéressants, à faire découvrir aux visiteurs, mais aussi ça permet à nos artisans d'avoir accès rapide. C'est-à-dire tous les Cambodgiens peuvent y passer, voir, regarder et me poser des questions s'ils en sont curieux. Et du coup, ces jeunes Cambodgiens défavorisés, eh bien, avec ce pavillon, ils peuvent toucher et voir qu'ils ont un patrimoine très riche en objets d'artisanat, en objets artistiques, objets culturels. Et ça, c'est important pour moi. Et c'est quelque chose qui n'est pas figé, puisque si je trouve d'autres éléments intéressants, eh bien, je redispose. Et si j'en ai beaucoup, j'ai des projets de rallonger ce pavillon pour que le maximum, je puisse mettre des petits éléments pour que nos compatriotes puissent y accéder et apprécier. Puisque c'est ça, quelque part, qui fait notre richesse.
C'est des anciens objets polychromés et laqués des Bouddhas qui m'ont donné cette envie d'essayer de m'exprimer sur une surface pleine. Vous voyez que par rapport à mon éducation académique à l'École des Beaux-Arts en tant que plasticien, on retrouve le travail de la texture, de la profondeur des effets qui ressortent lorsqu'on a laqué. C'est-à-dire j'applique des fines couches de pigments colorés avec de l'acrylique. Après, je ponce pour enlever de la matière et je rajoute, et ce sont ces différentes couches donc sur quoi je travaille. Voilà. Et pour protéger à la fin le support qui s'abîme à force de ponçage, eh bien, je dois le protéger par une couche épaisse de laque pour vraiment fixer. Et du coup, cette laque pénètre si profondément dans le support que toutes les couches que vous avez mises eh bien, ressortent et qui créent un hasard, on va dire, et une palpitation de couleurs, d'effets que je trouve très intéressant et que je développe depuis ces 3-4 dernières années. Au niveau artistique, j'étais très intéressé durant mes études à tous les super-réalistes américains des années 70, impressionné, et par des sculpteurs aussi américains, du hyper-réalisme. Et du coup, je suis séduit par ce travail plastique qui rend vraiment l'expression. Alors évidemment, je ne suis pas hyper réaliste, mais intéressant de travailler sur le côté photographique, ces couches de pigments de couleur et ce geste de ponçage, de destruction du support pour ensuite le figer définitivement. Les bonzes, pourquoi? Parce que c'est une figure qui est emblématique par rapport à la renaissance du Cambodge après les années de guerre. Et ce sont ces bonzes qui se revêtent de leur robe de safran et qui donnent la vie, l'espoir, un renouveau. Et je trouve leur rôle extrêmement rafraîchissant, dynamique, alors qu'ils font partie d'une religion du bouddhisme du petit véhicule. Ça a toujours existé, ces bonzes et leurs robes safranées. Mais par rapport au contexte noir du Cambodge, leur image, du coup, redonne vie. Les pagodes se sont construits, les écoles, l'éducation, etc. Encore aujourd'hui, la vie, la transmission, tous les aspects spirituels et sains sont véhiculés donc, par ces bonzes aujourd'hui. Et je trouve ça extrêmement respectable et que j'essaye beaucoup peindre, je pense, pour les avenirs, ces bonzes qui sont pour moi une lumière d'une bougie. Et je suis chez moi, je regarde, parfois, je vous assure que ça vous donne une certaine paix en soi quand même. Et je me suis dit, si moi-même qui crée ces images, cette figure, et que j'en ressens cette émotion et que j'en ai besoin, ça veut dire j'espère que d'autres aussi pourront sentir ce nectar vivant véhiculé par des bonzes et leurs robes.
Là, c'est le travail que je fais avec les artisans. Nous sommes une cinquantaine de jeunes qui ont recruté autour de ce village. Il y a des thèmes que je développe et que j'essaie de leur expliquer pourquoi je développe ces thèmes de Bouddha, ces tableaux animaliers. On fabrique ensemble ces objets. J'écoute leur avis et ils donnent beaucoup d'avis, c'est intéressant. Et moi, je suis ouvert. Et comme moi, je suis quand même celui qui articule ces différentes formes, je fais des choix. Mais c'est intéressant que les jeunes Cambodgiens donnent leur avis. Et pareil, comme je sais qu'il faut leur laisser un espace parce qu'ils doivent s'exprimer, ils doivent montrer leur dextérité et avoir leur sensibilité, même s'il y a un cadre au départ d'un modèle, on va dire. Ensuite, on reproduit les différents modèles, mais je laisse toujours, à un moment donné, dans ce cadre-là, eh bien, il peut s'exprimer au niveau du sourire, au niveau du regard, de l'arcade sourcilière, au niveau de la gestualité, au niveau du volume de la poitrine, du corps, etc. Et en fonction de la sensibilité de chacun, on y fait un peu plus, un peu moins, mais je laisse faire, voilà. Je laisse faire. Même si parfois le sourire un peu plus malicieux, ou plus, pour moi, c'est pas grave. Voilà. Tous les Bouddhas sont différents, même nos éléphants sont différents parce que voilà, je laisse un petit peu, mais dans un cadre quand même. Vous êtes sur un faux carré. La profondeur de la statuaire est la moitié de ce corps. Vous avez les genoux de là à là. Voilà, de là à là, de là à là, vous avez les mêmes proportions et qu'on multiplie au niveau de la proportion. Et ça, tant qu'on reste sur ce sujet, moi je demande toujours à nos sculpteurs, à nos laqueurs de respecter. Si on veut changer, ben on fait autre chose. Là, on arrive à mon atelier de peinture personnelle, dont j'y travaille très intensément. Je ferme tout. On n'a pas accès, on ne peut pas me visiter ni me rencontrer pendant une période où voilà, je travaille. Et dans ma démarche, arrivé à un moment donné d'accumulation de visuels, eh bien, j'ai besoin de les rendre propres, les accrocher, pour ensuite, comme peut-être, je ne sais pas, pour un scénariste ou un producteur de film, bon, il avait accumulé des images, ensuite il laisse respirer et voir comment ces différents éléments vont raconter une histoire, vont s'enchaîner, à quel rythme. Et c'est lorsque j'aurai senti comment les finir, à quel degré de rendu je vais avoir, que là, bon, ben, pendant 2 mois, on va dire tout ce que tu vois là, pendant 2 mois, j'aurai tout créé ce lien et tout fini. Voilà. Je ne finis pas un par un, comme font certains. Non, je laisse respirer, voilà, des mois, des mois. Et lorsque bon, je vois un petit peu comment la dégradation par les effets de ponçage vont se coordonner l'ensemble. Les sujets qui sont développés sont des sujets un petit peu difficiles, mais que je trouve nécessaires puisque j'en ressens. Je me pose des questions sur cette période noire du Cambodge, où bon, ben, les Khmer Rouges avaient pris le pouvoir et se sont donné cette aventure complètement catastrophique, destructrice de son propre peuple. Donc vous avez des choix quand même, hein, des sujets que vous voyez, des sujets en noir et blanc, des personnages en couleur contemporain, sur un fond
Toujours historique par contre. Là, vous avez ces trois personnages debout d'aujourd'hui, contemporains, sur un fond d'une salle de torture de la prison S21. Donc ça, c'est pour ceux, je ne spécifie pas, l'intérêt, ce n'est pas de faire des trucs sur le génocide, mais pour ceux qui savent, ressentent quelque chose. Mais c'est toujours sur un fond historique. Ce personnage-là, par exemple, il est tenu sur un fond de paysage de Phnom Dae, qui est à Takeo. Phnom Dae, qui est la province vietnamienne et cambodgienne. Et c'est problématique durant la guerre des Khmers rouges, où il y a eu beaucoup de morts, justement, par une élimination systématique des Vietnamiens par des Khmers rouges. Ici, par exemple, vous avez un groupement de jeunes d'aujourd'hui, avec leur habillement moderne. Au fond, c'est la maison de Tamok, qui est un des gros tortionnaires de Pol Pot. Il a transformé un bâtiment, une école, je crois, à son quartier général à Takeo. Je me suis créé cet atelier d'exposition faisant atelier et galerie, alors que c'est moins évident pour moi de travailler dans un espace galerie. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas de galerie au Cambodge. Il n'y en a pas. Soit c'est des restaurants, c'est des cafés, des hôtels, des lobbies, mais il n'y a pas de vraie galerie. Et du coup, lorsqu'on travaille, ben, écoute, faute d'avoir les moyens de le montrer dans une galerie neutre, on va dire, eh bien, bon, je me suis créé cet espace qui... Parce qu'on peut croire, ben, pourquoi un atelier est aussi propre. Voilà, je joue un petit peu avec ça parce que je n'ai pas d'autres endroits et je ne suis pas intéressé d'exposer dans des cafés, par exemple. On ne mange pas en regardant un travail.